Salut les internautateurs, salut les internautatrices. Petit moment historique dans la Trick Track Télé, historique pour de bon et à deux titres. D'une part pour l'auteur que nous avons la joie d'accueillir, c'est la première fois à Trick Track, en tout cas de mémoire d'internaute que je peux être. Bonjour Serge Laget, comment vas-tu? Bonjour Guillaume, je suis ravi. Bonjour les internautes, je suis ravi d'être avec vous. C'est bien la première? Et c'est bien la première fois, et donc je suis un peu ému. Écoute, moi aussi, je dois t'avouer que j'ai à nouveau le cœur qui bat. Serge Laget, est-ce que ma mémoire me trompe si je dis que ton premier jeu, le Gang des Tractions avant, c'est celui-là ou pas? Ouais, c'est celui-là. C'est le premier là? Et tu me fais mal parce que c'était Ah, quand même non. en 81. Oui, mais c'était déjà pas si longtemps que ça. Non, C'était hier. Mais le jeu dont il va être question et dont j'ai la boîte entre les mains est un jeu aussi à classer dans les anciens, vénérables anciens. C'est Mare Nostrum. Alors Mare Nostrum existait, d'ailleurs on a même la boîte de la collector. première. Exactement, le collector qui était chez Eurogame. Oui. Illustré par Franck Dion. Franck Dion. Il continue d'ailleurs d'œuvrer dans le milieu ludique, hein, tout à fait. Avec plaisir. Eurogames, il y avait eu aussi l'extension. Mare Nostrum, première édition, on est en quoi? 2000, j'étais en train de dire 1990. Non, pas possible. Non, oui, c'était, je crois que c'était 2001 le prix de Boulogne-Billancourt et il a été édité dans l'année qui a suivi. Ah, Voilà. Je ne me rappelais plus, ça c'est génial. Tu avais fait avec Mare Nostrum, tu avais fait Boulogne-Billancourt. Ouais. Ah, excellent. Et donc du coup, Eurogame, l'extension avait été éditée quelques Alors deux ans plus l'édition, tard. c'était juste après que Jeu des cartes ait été racheté. Oui. Et donc voilà, c'était encore le label Jeu des cartes, mais c'était déjà Asmodée qui était aux commandes. C'était déjà à ce Voilà. Et Croc étant un fan du jeu, et Philippe Mouret aussi, toute l'équipe, ils étaient bien branchés. Donc du coup, on avait travaillé sur l'extension mythologique dès qu'ils avaient repris les commandes. Qui rajoutait un joueur supplémentaire, des héros, Des dieux, des créatures mythologiques. En voulez-vous, en On voilà. s'était fait plaisir. Vous étiez fait plaisir. Et là, du coup, on retrouve notre deuxième invité, parce que jusque-là, je ne l'avais pas présenté, Monsieur Olivier, salutations, comment Bonjour, vas-tu? Très bien. Tu t'actives autour du plateau, tu mets tout Eh en oui, place parce et tout. Parce que c'est moi qui fais la petite main, tu comprends? Oui, mais petite main, pas tant que ça, parce que tu es responsable, on va dire, en tout cas, tu as pris la décision avec Asynchron de refaire le jeu, c'est bien ça? Exactement. Alors, à quel moment ça s'est passé? Et la petite histoire derrière, c'est ça y est, c'est libre, Serge, tu veux bien qu'on le refasse ou… Non, c'est pas du tout, c'est pas du tout passé comme ça. Ouais. Ça aurait pu. Ça aurait pu. En fait, non, c'est marrant. C'était en fait, je me souviens très bien du moment parce que j'étais à la Bourre pour un rendez-vous à Essen. À la Bourre. Pardon, Ah, j'étais en retard. Non, je crois que c'était un petit village de France. Moi, ça fait allemand aussi. À la bourre. À la bourre. D'accord, donc tu étais en retard. Hein, ok, Voilà, vas-y, j'étais en reprends, retard. pardon. J'étais en retard pour un rendez-vous. Je me dépêchais. C'était assez tôt, vers 9h, tu vois, à Essen. Oui. C'est pas encore ouvert au public. Oui. Les halls sont assez vides de tout. Tu vois, il n'y a pas grand monde. Donc tu circules facilement. Je recule facilement et je croise Bruno Catala. Oui. Et Bruno avait suivi ce qu'on avait fait sur Fief. Et il me dit, tu sais, vu le travail qui a été fait sur Fief, c'est Serge qui aimerait bien rééditer le jeu et il y a une opportunité pour rééditer Mare Nostrum. Est-ce que ça t'intéresse? Et j'ai dit oui. D'accord. Voilà. Donc c'était parti et nous étions à ce moment-là, en quelle année? C'est Essen. 2013 Ah non. Plus que ça? 2012. 2012. Peut-être même 2011. Non, 2012. 2012. 2012. 2012. Alors c'est vrai que… C'est parti comme ça en fait. Voilà. Le démarrage donc, se fait avec cette rencontre avec Bruno Catala. Fortuite. C'est ça qui était drôle. En plus, Ça, fortuite. c'était- ouais, Mais fortuite. il n'empêche que, comment est-ce que… Parce qu'il me semble que Bruno Catala est aussi un petit peu dans cette histoire du jeu qui est là. Est-ce que tu peux raconter à quel niveau et comment est-ce que tout ça s'est fait avec Bruno Catala également? Bruno, ça a toujours été un fan du jeu, donc voilà, il m'a suivi sur ce coup-là dès le départ. Il était fan du jeu et il m'a toujours tanné en me disant il faut qu'on reprenne le système de commerce, il faut que tu refasses un jeu à partir de ça, c'est vraiment bien ça. Et puis pendant des années, j'ai dit ouais, puis bon. Et jusqu'au jour où finalement on a fait Mondus Novus. Et Mondus Novus est parti de ça, de la phase de commerce de Mare Nostrum, en la reprenant, en la travaillant et puis en la Avec réadaptant. uniquement, enfin, en tout cas, alors dépouillé, c'est pas le côté positif du mot dépouillé, mais enfin, en tout cas, avec uniquement les cartes Oui. et ce système d'échange. Si je vais chercher quelque chose chez toi, tu vas prendre voilà. après chez quelqu'un d'autre. Voilà, exactement. Donc ça, c'est la première fois où vous avez retravaillé particulièrement avec Bruno Catala. Voilà. L'extension, tu l'avais faite tout seul.
L'extension, je l'avais fait tout seul. D'accord. Mais là, sur ce coup-là, effectivement, bon, parce que d'abord, il aime le projet, tout ça, voilà. Puis moi, j'aime bien bosser avec lui. Ouais. Mais on a le droit. D'abord parce qu'on mange la tartiflette, donc c'est bien. Mais je ne le savais pas, il va falloir que je trouve quelque chose. Ah bah c'est un Haut-Savoyard, hein, donc voilà. Et donc du coup voilà, je lui ai dit pour ce jeu, j'aimerais bien que voilà que tu m'accompagnes sur le développement de l'extension. Et puis bon, il avait aussi lui plein d'idées pertinentes par rapport à la réadaptation du jeu par rapport au contexte actuel, qui était intéressante. Donc j'ai trouvé que c'était pertinent de bosser avec lui. D'accord. Voilà. Comment est-ce que tu as accueilli, alors j'imagine positivement bien sûr, mais on remet le couvert, quand un jeu qui a été édité, on te fait une proposition, donc là, via Olivier par Asynchron, de rééditer le jeu. De suite, toi, tu avais déjà des idées à retravailler, à dire, bon, bah ça y est, il y a eu des retours de joueurs, j'ai envie de le changer. Tu savais déjà un petit peu où est-ce que tu allais aller? Oui, j'avais même déjà aussi un peu retravaillé parce qu'il y avait eu d'autres opportunités qui ne se sont pas concrétisées avec FFG par exemple. À un moment donné, ils avaient été intéressés par le jeu. Puis bon, c'était une période où ils avaient beaucoup pris de projets. Donc voilà, c'était. En plus, c'est quand même un gros projet. Hein. Là, ça fait quand même 1 an et demi qu'on développe sans arrêt. Donc du coup, c'est vrai que voilà. Mais en même temps, moi, c'est le boulot qu'avait fait Asynchron sur Fief qui m'a tout de suite convaincu, si tu veux, en me disant bon, on peut y aller avec eux. Voilà. En plus, ils ont envie de développer le jeu, ils ont envie de développer dans le même esprit que moi je souhaiterais le développer, c'est-à-dire renforcer le côté historique, bien la gamme épopée. Enfin voilà, tout ça, ça me parlait, si tu veux. D'accord. Et puis ils étaient prêts aussi à s'investir parce que on a développé une plateforme online pour jouer. Ça fait voilà. Il y a eu un énorme travail. Je l'ignore, donc je préfère te poser la question franchement. Est-ce que la première édition avait été distribuée sur le continent US? Oui, mais c'était Jeu des cartes à l'époque avait un réseau de distribution et en Allemagne et aux US qui était pas complètement, on va dire, maîtrisé pour faire court et simple. Et du coup, le jeu, en plus, il y avait eu des problèmes de traduction de règles dans les deux versions. Et du coup, ça avait tué le jeu parce que il y avait même d'ailleurs spontanément un joueur sur Spielbox qui était un gars très sympa qui m'avait proposé de le retraduire en allemand en me disant Serge, là si ton jeu est vendu comme ça en Allemagne, c'est pas possible, ça va pas marcher. Et il a eu raison d'ailleurs parce qu'effectivement les Allemands, les imprécisions de règles, ça pardonne pas en Allemagne. Si tu fais ça, c'est mort. Et aux US, c'est pareil, il y avait eu quand même des grosses blagues et puis c'était à l'époque où le réseau de distribution était vraiment pas en place. Oui, c'était le début aussi. Hein, c'était des choses qui se mettaient en place. Donc ça vaut largement la peine grâce à, alors je ne me trompe pas Olivier, Asynchron et Academy Games. Oui, ça Academy Games pour les US. Pour les US, ça permettra effectivement de rendre réellement à César ce qui est à César et à Serge bien amené. ce qui est à Serge ce qui est à Serge. Sachant qu'en plus, à la différence de Fief, on travaille directement sur les règles en anglais maintenant. Oui. C'est la règle anglaise qui va être la référence et ensuite ça va être traduit, y compris, ça va revenir en français évidemment, ça va être très simple, mais on prend la règle anglaise comme référence. D'accord. Et comme tout le monde connaît mes compétences en anglais, personne n'est inquiet. Personne n'est inquiet. Ah, celle-là, je ne m'y attendais pas. J'ai failli je l'ai tenté. J'ai failli te dire, non, tu maîtrises l'anglais, tout va bien. Alors du coup, on va faire un petit peu un petit papotage parce que là, on discute, mais c'est vrai que c'est quand même une joie de t'accueillir pour la première fois à la Trick Track Télé. Mais on avait envie de centrer un petit peu justement pour les joueurs qui connaissent ou ceux qui s'intéressent à l'histoire du jeu sur la différence, les différences même devrais-je dire, qu'il y a entre la version Eurogames et la nouvelle version Asynchron. Donc, on va s'arrêter maintenant à voir si tu les as toutes en tête, mais je n'ai pas peur, j'en suis sûr. Je vais mettre celle-là dans le devers de Trick Track et je vais garder la toute nouvelle, celle qui sera sur Kickstarter à partir de bientôt. J'aime ces réponses diplomatiques. Et donc, Mare Nostrum Asynchron de Monsieur Serge Linger, quelles seront les petites particularités? Alors, je me permets d'intervenir sur le. Vas-y. Disons que les changements, je pense qu'il faut les traiter sur deux aspects, sur deux axes. Le gameplay, donc il y a des changements, des ajustements au niveau des règles. Donc ça, je vais en parler évidemment. Et puis après, il y a tout l'aspect plus matériel, ergonomique, etc. Voilà. Par lequel souhaitez-vous commencer? Bon, peu importe les règles. Voyons les règles. Allez, les règles. Le cœur du jeu, les règles par Monsieur Linger. Serge, je t'écoute. Quelles sont les différences? Alors d'abord, en propos préliminaire, c'est vrai que ce qui est important quand on retravaille sur un jeu comme ça, c'est qu'il a eu une première vie.
Oui. Et ça, mine de rien, c'est une vraie richesse parce que quand on teste, on a beau avoir des cercles de testeurs différents, voilà, tout ça. Voilà. Enchaîner les parties. Enchaîner les parties, on reste quand même dans un cercle de testeurs. À partir du moment où un jeu a vécu, il a rencontré la communauté des joueurs qui nous connaissent pas, qui sont pas là et qui portent un regard sur le jeu. Voilà. En plus, à l'époque, on a quand même organisé 3 ans de suite le championnat de France de Mare Nostrum. Bon, donc qui était voilà, c'était le championnat de France. Faut relativiser le. Oui, voilà. mais quand même. Mais il y avait Ça des permet joueurs à qui plusieurs étaient dizaines de gens voilà. de se retrouver et qui se sont rencontrés là-dessus sur Exactement. ces événements-là. Et donc, du coup, on a pu pousser vraiment le jeu, si tu veux, dans ses limites stratégiques. Ouais. Les gens sont allés chercher des trucs de folie. Enfin bref, sur les règles aussi, on a creusé les choses. Donc, du coup, on a une expérience, un acquis, si tu veux, Ouais. qui était vraiment, qui a permis de retravailler le jeu et de tenir en compte de toutes les imperfections ou choses que je souhaitais changer, si tu veux, et qui là ont vraiment été mises en lumière. Ouais, d'accord. Donc, le premier aspect, je pense, le plus important sur le changement, c'est l'équilibre, si tu veux, des civilisations. D'accord. Parce que Mare Nostrum, c'est typiquement un jeu d'équilibre. Ouais. On joue à 5, on cherche à gagner, tout le monde se regarde et il faut jouer au millimètre. Bah oui. C'est-à-dire que voilà, si tu joues avec quelqu'un qui ne sait pas jouer la première fois, il y a de grandes chances qu'il va faire de grosses bourdes et du coup il va et se toi, retrouver. tu vas en profiter. Et tu vas en profiter. D'autant qu'effectivement, le jeu démarre avec une situation de mise en place Oui. géographique, Oui. en termes de ressources et de rôles. Donc, pour peu que c'est un peu comme les échecs. Enfin, Oui, si je il y a peux des me ouvertures, permettre, c'est il y a vrai. des ouvertures C'est qui vrai. font que, non, tu démarres Romain, vas-y, tu peux enfonce-toi dans ce petit canal-là, ça peut démarrer. Alors, je mets un petit bémol à cette histoire, c'est vrai, mais en même temps, c'est faux. Parce que tu as la mise en place de base où effectivement tout Oui. est déjà préposé. C'est vrai. Et tu Mais as une ensuite, il y a un système de vrai. construction où tu peux varier quand même les. Avec un système de Voilà. points, Donc en disant, je prends ça, je prends ci, oui, ça c'est varie vrai. quand même Oui, tu beaucoup as des raison. situations de départ. Tu as raison. Donc ça a été une des premières. Alors, des première premiers- version, si tu veux, il y avait ça. Il y avait statistiquement, si tu veux, on a pu démontrer, parce qu'on avait un grand nombre de parties, tu vois, sur les championnats de France que j'enregistrais, tout ça, on notait les résultats. Clairement, le grec gagnait moins que les autres et l'égyptien gagnait, alors pas plus souvent, mais par contre, tuait souvent des parties en début de partie parce qu'il réussissait à faire les pyramides alors que personne s'y était attendu. D'accord. Bon, avec des joueurs experts, c'était moins vrai parce que Ils le savaient. bon, ils le savaient, donc ils jouaient en fonction. Ouais. Mais dans les parties, on va dire, plus familiales ou plus occasionnelles, c'est vrai que ça existait. Donc ça a été corrigé en fonction de la situation géographique des peuples. On a fait quelques modifications sur le plateau qui D'accord. peuvent paraître mineures, mais qui en fait changent beaucoup de choses. Et aussi, on a changé les pouvoirs des civilisations. Donc ça, c'est le premier élément. On a vraiment rééquilibré les civilisations, etc. Entre elles. Après, deuxième chose, sur le premier jeu, on avait 2 objectifs de victoire. Et là, on en a 4. D'accord. Alors, pourquoi c'est vraiment important sur un jeu comme ça? C'est que comme c'est un jeu qui aborde différents aspects, développement économique, développement militaire, influence, diplomatie, tout ça, de pouvoir gagner sur différents pans du jeu, si tu veux, ça c'est vraiment important pour équilibrer le jeu. Ouais. Parce que là maintenant, qu'est-ce qui se passe dans une partie? À partir du 6e, on va dire 7e tour de jeu, tout le monde commence à pouvoir gagner. Ah oui. Si on est des joueurs qui connaissent le jeu, chacun a ça ou 2 conditions ou de deux. victoire après lesquelles il court et dont il n'est pas loin. Donc, Ouais. il y a un moment donné, les joueurs effectivement s'observent. Quand ils connaissent le jeu, ils font attention à limiter l'autre et à ce qu'il ne gagne pas. Mais il y a un moment donné, comme on Ouais. peut tous gagner, il y a un moment donné où il y en a un qui va trouver la faille, s'engouffrer Ouais, et passer. d'accord. Donc ça veut dire qu'il y a moins un côté course sur un moyen de gagner ou course sur un autre moyen de gagner, ou un joueur qui s'envole sur un moyen de gagner, on se rabat sur l'autre. Là maintenant, la situation se tend pour tout le monde Voilà. et puis il y a un moment où Voilà. ça craque. Voilà. Et donc, et surtout, donc, le grand avantage de ça, c'est qu'on peut maintenant dire que Mare Nostrum peut se jouer raisonnablement entre 1h30, 2h, 2h30. Voilà. Voilà. C'est-à-dire que la fin de partie arrive inéluctablement. à ce moment-là. Voilà. Voilà. Alors qu'avant, il pouvait y avoir des parties, ça dépendait des parties, mais il pouvait y avoir des parties qui s'éternisaient un peu. Donc ça, c'est un vrai progrès. D'accord. Après, il y a plein d'ajustements, si tu veux, sur des choses qui aujourd'hui correspondent mieux, on va dire, au feeling des joueurs aujourd'hui. Par exemple, sur la phase de commerce, avant, le maître du commerce pouvait dire absolument ce qu'il voulait. Il pouvait dire 0, 2, 5, Ouais. 12, 15, voilà. Ouais. Bon, moi, ça correspondait à une philosophie d'auteur de jeu, si tu Ouais. veux, de dire, pour moi, je suis toujours pour qu'un jeu soit minimaliste au point de vue des règles. Pour D'accord. moi, mon objectif, c'est toujours… Si je peux faire le plus épuré possible au niveau des règles, pour moi, voilà, c'est de l'art. Bon, après, j'y arrive pas, et puis ça se discute, mais voilà. Ouais. Aujourd'hui, quand même, là-dessus, je suis revenu un peu en arrière parce que là aussi, suivant les contextes, ça pouvait donner des parties où il y avait des maîtres du commerce, par exemple, qui disaient toujours 0, c'était leur intérêt, mais en même temps, du coup, ça tuait un aspect du jeu qui était important. Ouais, ouais. Donc là, maintenant, aujourd'hui, on a des jetons, et sur ces jetons, il y a 2 faces, 1 ou 2, 0 ou 5, 3 ou 4.
Quand le maître du commerce choisit, il choisit avec un jeton et il choisit une des deux faces. Sauf qu'il ne peut pas rechoisir ce jeton tant qu'il n'a pas joué. Voilà. Ah, c'est excellent. Donc si tu veux, tu vas pouvoir jouer toujours sur le volume de volume. mais tu vas devoir prendre en compte le fait que tu ne peux pas imposer un chiffre sans À chaque fois. Voilà. Est-ce qu'on pourrait presque même dire que historiquement, c'est valide au sens où si quelqu'un est leader à cette époque, à l'Antiquité, au point de vue du marché, ça n'a jamais empêché des voisins de tracter entre eux et de faire du commerce, quoi qu'il en soit. Donc ils ne pouvaient pas imposer l'omerta. Voilà, excellent. c'est plus réaliste aussi. Excellent, Voilà. d'accord. Voilà. Alors on a aussi changé le système de combat, alors en gardant quand même, parce que le changer complètement, ça aurait été dommage. C'est toujours la difficulté quand on repart d'un jeu qui existe, c'est qu'à la fois il faut satisfaire ceux qui l'ont connu et qui l'ont aimé, et puis en même temps il faut proposer des choses plus adaptées. Donc là on a changé dans le sens où avant c'était un dé à 6 faces brut, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, et à Mare Nostrum, on tue chaque fois qu'on a fait 5. D'accord. C'est-à-dire que si on fait 8 au dé, on tue une fois. Si on fait 12, on tue 2 fois, ainsi de suite. Voilà. Oui. Donc là, maintenant, on a des faces de dés qui sont 3, 3, 4, 4, 5, 6. 3, 3, 4, 4, 5, 6. Donc ça permet, si tu veux, de garder une aléatoire des combats, Oui. mais tu n'as plus ce risque qui était peu probable, mais qui pouvait arriver des fois et qui était extrêmement énervant. Tu attaquais à 4 contre 1 et tu faisais carré de 1 et tu ne fais même pas un dégât. Donc là, c'était vraiment énervant. Et voilà, donc il y avait des écarts énormes. Aujourd'hui, là, si tu attaques à 2 contre 1, tu sais que tu vas faire au minimum 2 x 3, donc tu fais au moins un dégât. Ouais. Donc si tu attaques à 2 contre 1, tu sais que tu vas passer à 2 contre 1. Ouais. Voilà. Donc si tu veux, du coup, cette probabilité, elle devient intégrée au jeu. Les joueurs peuvent la prendre en compte dans leur stratégie et à réfléchir. Un rapport de force, alors on ne peut pas dire rééquilibré, mais en tout cas qui remet au goût du jour une attaque préparée en se disant, bon oui, coup du sort, très bien, on attaque à 2 contre 1, il me balance un 6 dans les dents, j'en perds quand même une, mais avec mon 2 contre 1, je sais que. Voilà. C'est ça, c'est que la prise de risque, c'est de savoir combien ça va te coûter, mais pas de jouer au loto. Oui. Voilà. Pas complètement, pas une chance Voilà, sur 3 voilà, millions. exactement. Oui, donc là c'est pareil, c'est quand même. Alors l'avantage c'est que les joueurs qui ont déjà joué au jeu ont juste à prendre en compte cette nouvelle information. Ça ne change pas le système de combat en lui-même, c'est juste les probabilités. D'accord, Voilà. très bien. Très bien. Voilà, on a fait aussi un dé terrestre, un dé maritime. Pourquoi? Alors le dé maritime, il est simplement moins violent. En fait, la face 6 est remplacée par un 2. Pourquoi? Parce que, si tu veux, l'intérêt du jeu à Mare Nostrum, c'est qu'il y a énormément d'interactions entre les joueurs. Oui. Et c'est pour ça qu'il s'appelle Mare Nostrum d'ailleurs, mais c'est parce que la Méditerranée est clé dans le sens où voilà, elle permet d'accéder à toutes les autres civilisations. Donc, je ne souhaitais pas en tant qu'auteur, si tu veux, qu'un joueur puisse jouer la stratégie trop facilement, de couler les bateaux des autres pour voilà, et bloquer la partie, si tu veux. D'accord. Donc, on peut se battre sur mer, mais ça reste moins violent que sur terre. Donc du coup, on n'arrive pas à éliminer les unités complètement des autres joueurs. Ouais. On peut le faire à des moments et c'est bien joué, mais ça reste des coups tactiques à un moment donné de la partie. C'est pas un. Voilà. Et on peut pas faire ça en stratégie. On peut dire ce soir je m'assois à la table, je construis Triam, je coule les bateaux des autres. Et ça du sera coup, terminé, ça personne sera ma peut- voilà. stratégie. Et Ouais, l'autre d'accord. point aussi, c'est qu'il y a ce côté que sur mer, les combats restent malgré tout un peu plus aléatoires, un peu plus chaotiques, comme Oui. dans l'histoire. C'est-à-dire que sur terre, à 2 contre 1, tu es sûr d'enlever une légion. Sur mer, à 2 contre 1, Peut-être c'est pas pas. sûr. C'est pas sûr. Ouais. Tu Voilà. prends C'est un un peu plus plus- grand voilà. risque. Bah, disons qu'à l'époque, si tu veux, les combats maritimes étaient complètement aléatoires parce qu'il n'y avait aucun moyen de détection. Donc les bateaux avaient très peu de chances de se rentrer dedans en fait. Donc il y a des fois les flottes se couraient après sans se voir pendant des semaines. Puis finalement se tomber dessus On et se tombait s'annihiler. dessus et boum, à ce moment-là, Voilà. Donc d'accord. si tu veux, il y avait Ça c'est- s'explique voilà. aussi. Voilà, ça peut s'explique se aussi, jouer. ça- Ça peut se jouer aussi. Donc alors attends, je reprends. Les conditions de victoire, les statistiques au dé. 4 conditions de victoire, ça on l'a dit. Le maître du commerce qui gère mais avec jetons. Oui. Tu en as indiqué un quatrième, mais il me semble que je l'ai zappé. C'est premier. l'équilibre. Ah oui, entre l'équilibre les des. Merci, Voilà. merci. L'équilibre des civilisations, impeccable. Ça en fait déjà 4. Ouais. Et alors on a aussi retravaillé le plateau de jeu parce que ça aussi à l'époque on s'était aperçu qu'il y avait certaines cases qui étaient moins intéressantes que d'autres et qui du coup n'étaient pas vraiment utilisées par les joueurs. Donc D'accord. on les a supprimées. Du coup ça rend si tu veux la partie beaucoup plus dynamique et aussi tendue. Et on avait aussi remarqué que le Babylonien était un peu plus tranquille parce que finalement sa capitale est la seule qui n'est pas en bord de mer. Oui. Et avant, il y avait 2 cases de distance entre Alexandrie et Babylone. Donc du coup, si tu veux, il y avait moins d'interaction. Là maintenant, il n'y a qu'une province qui est la Judée, qui est Jérusalem. Ouais. Et du coup, si tu veux, il y a beaucoup plus de tension entre ces deux joueurs. Donc le Babylonien est beaucoup moins tranquille que D'accord. dans l'ancienne version, ce qui est intéressant. Voilà. Enfin, il y a un dernier élément que je n'ai pas encore dit, Le 6e. le 6e, et qui m'a été au départ susurré par mon compère Catala. C'est Encore lui Eh oui, encore lui, il est parti.
partout. On peut pas éviter Monogatari. Non, je rigole, mais il a un génie créatif, donc il faut s'en servir. Profitons-en. Profitons-en. Donc, c'est les cités légendaires. Donc, les cités légendaires, elles sont intéressantes à double titre. Donc, c'est des villes comme les autres a priori, sauf que le fait qu'elles soient légendaires donne un avantage, c'est que les villes dans Maelstrom rapportent des impôts, des taxes à chaque tour. Et là, en plus, la cité légendaire, elle rapporte une taxe plus une ressource au hasard prise parmi l'ensemble des 13 ressources. Donc on fait au début de la partie une pile de 13 ressources et je vais piocher dedans une ressource quand j'ai une cité légendaire. Donc je gagne un impôt, une cité légendaire. Donc c'est intéressant parce que c'est une production plus grosse et en plus ça me donne accès à des ressources que je ne produis pas forcément chez moi. Ah oui. Donc c'est très intéressant. Donc du coup, ces cités légendaires vont évidemment être très disputées. Ouais. Et elles sont placées évidemment entre les joueurs. Syracuse est entre le carthaginois et le romain, Troie est entre le grec et le babylonien, et Jérusalem est entre le babylonien et l'égyptien. Donc si tu veux, ça va créer des points de tension dans la partie et des objectifs supplémentaires. En plus, elles font partie d'un objectif de victoire, donc si tu veux, ça va rajouter dynamisme et une tension dans le jeu qui n'y était pas avant. Et autre effet accessoire intéressant, qui était l'idée de Bruno au départ, c'est de dire Mare Nostrum, c'est un jeu où tu peux tout calculer. Comme tu vois les ressources de production des gens, tu peux exactement, si tu suis la phase de commerce très attentivement, bon, il faut avoir la mémoire de Bruno, c'est ce que j'allais dire. Et la concentration, mais tu peux le suivre. Donc du coup, ça c'est intéressant parce que stratégiquement c'est intéressant, mais en même temps, ça pouvait donner des parties un peu longues quand tu as les 5 joueurs qui jouent comme ça, ta combine, voilà. Là, tu peux toujours calculer, mais tu auras toujours l'aléatoire qu'à partir du moment où quelqu'un a pris dans la pioche de cette ressource, tu ne sais pas la ressource qu'il a prise. Donc il a pu prendre une ressource qu'il produit déjà ou qu'il a prise au commerce, mais il peut aussi avoir pris une ressource supplémentaire. Donc ça change tout pour les héros et les merveilles et les pyramides. Et donc du coup, l'analysis paralysis se ferait entre guillemets moins, parce que de toute façon, il y a un moment où tu t'arrêtes de réfléchir, tu ne sais pas. Voilà, exactement. Donc ça, voilà. Alors du coup, je me tourne vers Olivier quand même. Cette présentation du plateau que tu nous as amené, j'allais dire spécial Trick Track Télé, alors c'est pas que spécial Trick Track Télé, mais elle reprend le plateau qui sera dans la boîte, malgré tout. Tout à fait. Alors, point de vue de l'organisation, y compris cette partie-là. Alors c'est un tout petit peu plus petit. D'accord. Mais en fait, on va avoir dans la boîte le plateau de jeu. Oui. Et puis on aura 2 plateaux additionnels. En fait, cette partie-là, ce sont 2 plateaux additionnels qui, suivant le nombre de joueurs, vont permettre de recouvrir. Avec ce petit plateau, on va recouvrir ici quand on jouera à 4. Et avec les 2 ensemble, on va recouvrir là et là quand on jouera à 3. Ah, excellent. Ah oui, d'accord. Donc, du coup, restriction de l'espace et on continue de se friter. Ça, Guillaume, c'était aussi une faiblesse de la première version. C'est-à-dire que le jeu avait été clairement pensé pour 5 joueurs. Donc, il était optimum à 5 joueurs. À 4 et 3 joueurs, on avait fait des aménagements. Mais on laissait, si tu veux, des unités sur les civilisations qui ne jouaient pas, qu'on pouvait aller attaquer. Donc, ça marchait, si tu veux, entre guillemets, mais ce n'était pas extrêmement satisfaisant. Là, on réduit l'espace et on garde la proportion de provinces et de sites de ressources ou de sites de villes exactement la même à 5 ou 4 ou 3 joueurs. Donc, le fait qu'on réduise l'espace, si tu veux, voilà. C'est beaucoup plus… C'est très très bien trouvé. Est-ce que… Et au passage, ça sert aussi à 2 choses, dont une extrêmement importante, c'est ça. En fait, ça, c'est un système qui permet d'enregistrer les positions pour chacun des 3 leaderships. Je parle de ça. Ah pardon, je crois que c'était ça, c'est les conditions du club. Le tour. Donc en fait, ça permet en un clin d'œil, si tu veux, de savoir où chacun en est pour les leaderships qui sont aussi une des 4 conditions de victoire. Ah oui, d'accord. Voilà. On ne recalcule pas à chaque fois. Oui, et puis ça permet aussi à la phase de revendication de savoir très rapidement qui revendique tel ou tel titre suivant que l'un des joueurs est passé devant l'autre. Ah ouais. Alors juste, bon, c'est faire le pénible de service, mais j'aime beaucoup les Égyptiens. Et on joue à 3. Est-ce que je peux mettre les plateaux de l'autre côté pour cacher cette partie-là et jouer Non, d'accord, ok. Bon, non, parce que désolé de faire le pénible. Non, mais là, c'est vraiment une question d'équilibre. Voilà, on l'a beaucoup testé pour que justement le jeu reste aussi intéressant, si tu veux. Et du coup, ça nécessitait de prendre des décisions. Je comprends. Exactement. Moi, j'ai envie de dire, mince, là, on a commencé à parler un petit peu des règles, des différents rôles, des conditions de victoire. Je sens qu'on y est presque. Je ne sais pas si c'est votre cas. On est quasiment dans les règles du jeu là. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous souhaitiez rajouter ou est-ce qu'on se dit, allez, on va se lancer Alors dans les règles une dernière chose sur l'ergonomie qui est très importante. Oui. Et j'avoue que là, Synchron a fait un super boulot et m'a convaincu. Non, mais c'est vrai. Merci. Là, je le dis. C'est que dans la première version, non pas du tout. Tu vas voir pourquoi. Dans la première version, il y avait, je ne sais pas si tu te rappelles, il y avait des cartes pour les denrées. Tout à fait.
qui avait un côté très agréable parce que Franck Dion avait fait un travail magnifique au niveau des illustrations et du coup elles étaient très belles. Donc effectivement dans un jeu pour moi c'est aussi un bel objet. Donc tu es content quand tu gagnes du vin ou des esclaves et que tu prends la carte et qu'elle est belle, waouh, tu la regardes et tu es content. Bon, mais ça avait un côté, ça avait un prix ça. C'est qu'on jouait beaucoup à la marchande dans le premier Mario. Je ne sais pas si tu te rappelles, il y avait une tas de cartes. Donc quand on donnait les ressources, tout ça, on perdait du temps. Puis on les mettait. Or les joueurs aujourd'hui, Et puis ça prenait une et ça place prenait folle. énormément de bien place. sûr. Il fallait une table. Les 13 ressources sont là. Hein. Quand tu arrivais à vouloir construire la pyramide avec les 12 ressources différentes, entre guillemets, ben effectivement que tu les étalais pour qu'ensuite les récupérer, oui, ça en fait. Mais bon. Et donc, du coup, il n'y en a plus. Alors du coup, on a choisi l'option de faire des jetons. Donc en fait, c'est des jetons si tu veux. Et du coup, la manipulation est beaucoup plus rapide. Parce que les jetons, tu peux en laisser là au milieu. Quand les jetons, tu prends ta production, tu les mets dans ton cache. Et tu les vois. Quand tu les mets au commerce, tu les mets face cachée devant toi. Et quand tu les dépenses, bah après tu les dépenses comme ça et tu les gardes ici. D'accord. Donc en fait, comme tu produis à peu près toujours les mêmes choses, bon, ta production elle change un peu, mais voilà. Oui. Donc tu reprends très vite, chacun prend en même temps ses productions. Donc ça donne une phase, si tu veux, qui se joue tous en même temps. Et De façon beaucoup plus fluide. de façon beaucoup Et ça plus permet justement de gagner facilement quelques minutes pour chaque tour de jeu. Oui. Et là, on, sur ça- et sur cinq tours- on rejoint une envie des joueurs actuels, même s'il reste encore des joueurs qui apprécient des jeux gigantesques, on va dire, 3 heures, 4 heures, 5 heures. Malgré tout, c'est vrai qu'on arrive du coup, c'est ce que tu disais aussi, Olivier, me semble-t-il, à 1h30, 2 heures sur des joueurs qui connaissent le jeu et qui enchaînent Oui, directement. puis Quoi. les cartes, si tu veux, si on y réfléchit bien, à l'époque, ça permettait donc d'avoir ces cartes en main, mais en vérité, quand on a commencé à jouer, parce qu'évidemment, nous, on a commencé à jouer avec l'ancienne édition pour voir. Mais en fait, tes cartes, tu les gardes pas en main. Tu les prends en main le temps de faire tes combinaisons. tes combinaisons. Sinon, après, tu les poses. Oui, tout à fait. Donc, c'est pas vraiment comme un jeu de cartes. Oui. La bien fonction, fondé. la fonction de la carte, Ouais, finalement, ouais. est assez éloignée de vraiment ce à quoi elle est Son censée servir. utilité dans le jeu. Donc, du coup, il y avait ça, de simplifier. Et on a poussé le raisonnement jusqu'aussi pour les héros et les merveilles. Parce que ça a été fait, ça a été validé, ça marchait bien, très bien. Mais on avait toujours les cartes pour les héros et les merveilles. Oui. Et en fait, on s'est rendu compte que, mais finalement, on les a jamais en main. Donc, c'est beaucoup mieux de faire des tuiles que des cartes. Donc maintenant, ça devient des tuiles. Ouais. Tuiles que tu peux récupérer. Voilà, poser. des grosses tuiles comme ça. Regarde, effectivement, effectivement. ergonomiquement. Ça me fait penser, j'étais prêt à couper. Que voulez-vous? Finalement, je relance la machine. Tu avais parlé d'un deuxième niveau, le niveau matériel. C'est-à-dire qu'il y a eu des évolutions sur le matériel, la façon dont vous allez En fait, faire le jeu. on vient de l'aborder là. Il y a Ça, voilà, il y a ça. cet aspect carte qui est passé jeton, carte qui est passé tuile. Après, il y a aussi un autre truc qui, pour moi, est fondamental, c'est la lecture de Ouais. la carte. C'est-à-dire que moi, dans les jeux qu'on essaie de faire, en termes d'édition, je veux que le temps d'analyse soit limité au strict minimum. Ouais. Et donc là, ce qui a été pensé, c'est vraiment d'identifier les 3 phases avec un code couleur. D'accord. C'est-à-dire qu'on a la phase de commerce, on va retrouver un code couleur bleu avec une forme ronde. D'accord. Donc tout ce qui est rond et bleu, c'est lié au commerce. Ok. D'accord? Y compris les leaderships, puisqu'on a des héros qui ont des bonus dans chacune des 3 leaderships. Donc on retrouve, tu vois, là, c'est 2 en commerce. Deux en commerce, rond Voilà. bleu. Voilà, rond bleu. Tout ce qui est politique, c'est carré orange. Et donc on retrouve les temples, Pas de les souci. villes, Boum, et on boum, va boum, retrouver, boum. si tu veux, le même système. C'est-à-dire que là, on a une caravane, quand je la pose, Oui. c'est Bleu, voilà. Voilà. Marché. Exactement. Voilà. Et puis pour le militaire, là, c'est les unités militaires. Donc là, on est encore sur une autre couche graphique. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment que très rapidement, en un clin d'œil, tout de suite, on puisse analyser la situation de la meilleure manière qui soit. D'accord. Alors après, il y aura la façon dont les figurines vont être traitées, etc. Ça sera dans un deuxième temps. Et puis, vous en saurez plus grâce au Kickstarter. J'ai ressorti la boîte. On a le droit de faire on ne fera pas le jeu des 7 erreurs. Mais il n'empêche que là, pour le coup, c'est quand même intéressant. À quoi 10 ans près, on va dire, à 10 ans plus tard, entre guillemets. 10 ans plus tard, nous avions… Enfin, 10 ans plus tôt, si tu préfères. 10 ans plus tôt, oui. Oui. Non, tu as raison de le préciser. On avait ce plateau. Alors malgré tout, en l'occurrence, ce que j'aimais aussi beaucoup, c'était qu'on va retrouver. Mais on avait les dessins dont tu parlais, de Franck Dion, qu'on retrouvait sur les cartes. Et tu te dis, ah ouais, moi je veux celle-là, c'est une des rares qui fait des gemmes. Oh, puis alors celle-là, elle a les bracelets, les bijoux en or et tout. Donc voilà, ça c'est la première version, il y a 10 ans. Et nous allons, sous vos yeux, Ibahi. jouer sur la version asynchrone.
Serge, un grand merci pour toutes ces, C'était un plaisir. ces éclaircissements historiques de gameplay. Olivier, merci aussi de nous avoir accompagnés pour tous les petits rajouts via Asynchron. C'était notre petit papotage autour de, alors je vais encore le dire mal ou bien, Mare Nostrum. Ah, il y a deux écoles. Il y a Mais c'est deux pour ça, écoles. Il y a deux j'ai- écoles, j'ai- Mare Nostrum, Mare Nostrum. Donc, Nostrum, tant que tu dis Nostrum. pas Nostrum. En latin, le U, c'est pas où. Bon, bref, Si, Mare ouais, Nostrum. moi je dis comme toi, Nostrum. Mare mais Nostrum, bon. bon, on nous disputera si c'est pas le bon latin, Voilà. etc., etc. Après, on dit pas curriculum, mais bon. Non, chacun, c'est vrai. chacun, Oui, chacun, mais- chacun Ouais, veut voilà. dire Il a été francisé celui-là, c'est même pas du latin, c'est pouf. On dit un curriculum. aquarium. C'est bien connu, je veux dire. Voilà, on dit curriculum vitae. Ouais. Et puis de toute façon, nous, notre curriculum, vous vous en fichez, c'est Mare Nostrum dont il va être question. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour les règles et il y aura ensuite une partie du tonnerre de feu. En attendant, merci à vous de nous avoir suivis dans ce petit papotage Mare Nostrum. Il ne me reste plus qu'à vous dire à vous de jouer.